Donc, Elisabeth Abergel est professeure au département de sociologie de l'UQAM. Elle est associée à l'Institut de sciences et l'environnement de l'UQAM, le ISE, pour ceux qui connaissent. Elle est aussi directrice du CRETA, groupe de recherche sur le travail agricole, où elle dirige des recherches sur le salariat des agriculteurs. Des agricultrices, oui, effectivement. Ses intérêts de recherche concernent la géopolitique et l'environnement, l'interdisciplinarité dans l'étude des problèmes environnementaux, l'évolution des technologies du vivant sur le système de production agricole et alimentaire et les enjeux de santé environnementale et humaine. Son dernier livre, paru en 2024, porte sur la viande cellulaire comme symptôme de la renégociation de notre rapport au vivant et de la place de l'animal et du devenir des mondes ruraux. Donc, l'idée, en fait, pourquoi on t'a invité aujourd'hui, comme son nom l'indique, Vigilance OGM, on n'est pas surpris qu'on discute de ces enjeux-là. Et en fait, j'allais dire, ça tombe bien, c'est un bon timing, c'est qu'aussi, il y a un nouvel animal génétiquement modifié qui vient d'être accepté par Santé Canada. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le cochon OGM qui vient d'être accepté au mois de janvier dernier. C'est la deuxième fois que Santé Canada accepte un animal génétiquement modifié après le saumon en 2017. Et là, on passe des OGM, c'est depuis 96, principalement des plantes. On avait aussi, comme on voit sur la photo, des animaux génétiquement modifiés, mais pour ceux qui vont dans les animaleries, il y a des petits poissons fluorescents qui sont des animaux génétiquement modifiés. Mais là, à la consommation humaine, on passe à une étape supérieure. C'est pour ça qu'on voulait discuter avec Elisabeth de notre rapport au vivant par rapport à la modification que se permettent les êtres humains sur le vivant. Donc, tu as reçu quelques questions. Je peux te les reposer, mais peut-être te présenter. Qui es-tu? Quel est ton parcours? Et je te laisserai 20 minutes pour, pas juste te présenter, mais peut-être un peu, je te laisserai avoir une... En fait, je me suis fait un genre de petit speech, là. Je sais pas si vous voulez que je le lise, mais je vais le lire et le raconter en même temps. Mais je voulais en fait, je voulais revenir sur mon parcours qui est peut-être pas typique, on va dire. C'est pas un parcours linéaire, c'est pas un parcours balisé comme dans un CV par exemple. C'est plutôt un chemin avec plein de virages, avec plein de demi-tours, de moments où on se demande vraiment ce qu'on fout dans un laboratoire de biotechnologie. Donc ça commence dans un laboratoire, un vrai labo de biologie moléculaire, et j'ai commencé donc ma carrière scientifique dans des startups en biotech avec la sensation d'être au cœur de quelque chose d'important. Je faisais ma maîtrise en biologie moléculaire végétale, ce qui est une façon de dire que je passais mes journées à modifier de l'ARN et de l'ADN de plantes pour les améliorer génétiquement. Ma spécialité, c'était le sorgho. Je ne sais pas si vous connaissez le sorgho. Vous connaissez le sorgho, oui? Sorgho 1000. Ouais, voilà. Enfin, si vous ne connaissez pas, moi, avant, je ne connaissais pas cette plante avant qu'on me demande de la transformer. Donc, le sorgho, c'est une plante qui est extraordinaire. C'est une des plus anciennes cultures de l'humanité. C'est une plante qui pousse en Afrique, en Asie du Sud, qui nourrit des centaines de millions de personnes. Et en fait, c'est une plante qui pousse dans des conditions extrêmes, de chaleur extrême, de sécheresse, etc., de sol appauvri, etc. Et ce sont des plantes que les populations locales connaissent intimement, qui ont développé avec elles des savoirs, une relation transmise de génération en génération, et avec des savoirs précis, incarnés, vivants, etc. Donc, je vais juste m'arrêter là-dessus une seconde, parce que ces communautés humaines, en fait, elles ont coévolué avec la plante sur des millénaires. Donc, ce n'est pas de l'agriculture au sens industriel du terme, c'est vraiment une conversation, un dialogue qui dure depuis des millénaires et qui se souvient. Et entre des mains, des sols, une saison, une plante, un genre de relation qu'on ne retrouve pas dans une demande de brevet, par exemple, ou dans une subvention scientifique. Et donc, moi, j'arrivais là pour faire ma maîtrise et j'avais un objectif, c'était de convertir génétiquement le sorgho d'une plante C3 à une plante C4. Donc, ça vous dit absolument rien, mais c'était l'idée de transformer sa photosynthèse, de la rendre plus performante d'un point de vue photosynthétique. Et ce que ça veut dire très brièvement, parce que je ne vais pas vous faire un cours de sciences, mais les plantes C4, en fait, comme le maïs ou la canne à sucre, ce sont des plantes qui sont très performantes d'un point de vue de la photosynthèse, puisqu'elles sont capables de produire plus d'énergie, plus de sucre,
dans des environnements qui sont relativement chauds, secs, et qui demandent aussi beaucoup moins d'eau. Donc, les plantes C3 comme le sorgho, elles poussent, mais elles sont pas aussi efficaces dans le sens chimique que les plantes C4. Et donc, en fait, l'idée, c'était qu'on transforme le sorgho pour qu'il gaspille moins d'eau et qu'il produise plus d'énergie. Et donc, en fait, c'est comme si on voulait un peu insérer un moteur, si vous voulez, dans la plante de sorgho. Et donc, c'était un bel objectif, n'est-ce pas? Vous serez d'accord avec moi. Donc, plus de rendement, moins d'eau, nourrir plus de monde, le genre de projet, en fait, qui se vend bien dans une demande de financement. Et j'y croyais vraiment, en fait. Je décodais des séquences, je manipulais des gènes, je publiais des résultats, etc. J'étais convaincue d'être utile, de servir à quelque chose. Et voilà la question que je ne me suis pas posée à l'époque. Qui nous avait demandé de faire ça? Des agriculteurs éthiopiens ou des agriculteurs burkinabés qui cultivent le sorgho depuis des millénaires. Est-ce qu'ils avaient levé la main en disant oui, excusez-nous, on aimerait bien que vous modifiez le sorgho dans un laboratoire canadien? Ben non, en fait, vous n'avez pas posé cette question-là. Est-ce que c'était moi qui voulais faire ce projet-là? Non, même pas. En fait, ce projet, il avait déjà été financé avant que j'arrive. Donc, je n'avais fait que m'insérer dans ce projet, dans cette recherche. Et en fait, il y a quelque chose de profondément difficile à comprendre dans cette asymétrie, en fait. C'est que d'un côté, vous avez des savoirs millénaires qui sont transmis, vivants, etc., dans les corps, dans les saisons. Et de l'autre, vous avez des chercheurs qui sont bien intentionnés, mais qui arrivent avec des outils moléculaires et la conviction que la nature a des erreurs à corriger et qu'on est capable de le faire selon nos intérêts. Donc, après ma maîtrise, j'ai travaillé dans une start-up biotech, puis dans une grande compagnie pharmaceutique spécialisée dans les vaccins. Et pendant tout ce temps-là, en fait, j'étais un peu dans une bulle, une bulle assez confortable, le genre d'endroit où on peut vraiment contribuer à quelque chose de plus grand que soi, pas de contribuer au bénéfice de l'humanité. Mes expérimentations portaient sur la recherche de gènes d'intérêt clinique ou d'intérêt économique. Je faisais essentiellement de l'extractivisme, je peux dire ça comme ça, à la recherche de gènes précieux qui aient une valeur économique ou agronomique. Pardon. Et puis, il y a eu un moment dans ma vie, il y a eu la biosphère 2, il y a eu l'Arizona. Alors, vous connaissez ce projet de biosphère 2? Non, c'est un vaste projet. En fait, dans les années 90, il y a des scientifiques, des artistes, mais aussi des milliardaires, des millionnaires, qui sont mis ensemble pour construire une gigantesque serre hermétique et une sorte de terre miniature, mais artificielle. Et donc, l'idée, c'était de voir si on pouvait vivre en autonomie complète, non seulement en cas de catastrophe écologique, mais aussi pour explorer l'espace et pour voir si on pouvait coloniser d'autres planètes et survivre dans des environnements hostiles. Donc, la conquête spatiale était aussi derrière ce projet-là. Et l'idée, c'était donc de recréer des écosystèmes, des forêts tropicales, des déserts, des océans en miniature avec des plantes, des insectes, des oiseaux, des animaux, etc. Et tous ces animaux, toutes ces espèces végétales, animales, etc., micro-organismes étaient triés selon des critères scientifiques. Tout ça sous une coupole en fait de verre dans le désert américain, avec ce qu'on pourrait dire plusieurs terrains de football de taille, en fait, de superficie. Donc, j'ai visité la biosphère 2 lors d'une conférence génétique sur la génétique, une sortie presque banale, le type de sortie organisée dans ce genre d'événement. Et là, deux choses se sont passées. Première révélation, on a traversé un champ de sorgho en route vers la biosphère 2. Un vrai champ de sorgho avec du vrai sorgho. Je n'avais jamais vu de sorgho de ma vie. Pour mes manipulations en laboratoire, je travaillais avec des petites pousses de sorgho qui étaient essentiellement comme des petits brins d'herbe, en fait, que je faisais pousser en quelques semaines. Et là, devant moi, il y avait une plante adulte, une énorme plante, qui était très dense et qui était balancée par le vent du désert.
J'ai réalisé d'un coup que je n'avais aucune idée de ce que j'étudiais. Je connaissais ces gènes, mais je ne la connaissais pas. Comme si on me demandait de repeindre la Joconde sans connaître la peinture, en fait. Oui, je comprends le principe de mettre de la peinture sur une toile, mais ça ne veut pas dire que je puisse imiter Léonard de Vinci. C'est pas tout à fait la même chose, en fait. Deuxième révélation, on a rencontré les biosphériens. Donc, ce sont des scientifiques qui venaient de passer plus d'1 an enfermés dans cette structure à faire plein d'expérimentations pour rendre les écosystèmes durables et pour assurer la survie de l'humanité en cas de, disons, je dirais, de catastrophe climatique ou autre. Donc, ces gens-là étaient derrière un écran de verre, dans leur uniforme, qui ressemblait à des combinaisons d'astronautes. Et on pouvait leur poser des questions. On sentait que ça n'avait pas été facile cette année. J'ai appris plus tard que la biosphère 2 n'était pas capable de produire suffisamment d'oxygène et que des invasions de nuisibles avaient détruit leurs réserves alimentaires. Ils avaient perdu beaucoup de poids, ils étaient affamés en fait, ils étaient maigres et ils ne s'entendaient plus très bien entre eux. Ils avaient très hâte de sortir et il leur restait encore 1 mois. Et là, j'ai eu ce moment bizarre, presque philosophique en fait, qui m'est un peu tombé dessus comme ça. Je regardais cette construction qui était gigantesque, qui émergeait un peu du désert comme ça, magnifique vraiment, avec la lumière du soleil derrière. Et je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi cette obsession de tout recréer, de tout contrôler, de tout maîtriser? Qu'est-ce qu'on essaie de prouver au fond? Et surtout cette biosphère de verre qui n'arrivait pas à se nourrir elle-même, en fait, pendant que dehors, le sorgho poussait tranquillement dans le sable du désert. Et cette image-là a tout fait craquer pour moi, en fait. La biosphère 2, ça a été une expérience qui a échoué. Est-ce que toute cette entreprise scientifique visant à recréer et contrôler la nature ne risquait pas aussi d'échouer? Et qui visait à assurer l'avenir de l'humanité? Donc pour moi, Biosphère 2, c'était un genre de métaphore pour la suite, pour ce qu'on essayait de faire autour de la nature et autour du vivant. Il y a un philosophe qui s'appelle Gunther Anders qui a écrit quelque chose qui m'a marqué. Il dit que la technologie moderne, c'est plus juste un outil, c'est devenu une promesse de toute puissance. L'idée qu'on peut tout améliorer, tout optimiser, tout corriger, et que cette promesse-là, elle n'est pas innocente. En fait, Gunther Anders, il parle d'un concept qui s'appelle la honte prométhéenne. La honte prométhéenne, c'est quoi en fait? C'est cette humiliation que les humains ont d'être dépassés par leur propre technique. Quand on pense à l'IA, par exemple, aux robots, en fait, ou à toutes sortes d'autres technologies, c'est la machine qui va décider, c'est la machine qui nous surveille, c'est la machine qui nous ordonne, etc. Donc c'est ça la honte prométhéenne. Donc ce jour-là, dans le désert, sans le savoir, je commençais à me poser cette question. Parce que dans mon labo, on faisait exactement ça. On prenait des organismes vivants, on les transformait en technologie. On leur assignait une fonction, on les optimisait. Et personne ne se demandait vraiment si c'était une bonne idée, si on avait pleinement mesuré les conséquences, si on n'avait vraiment pas d'autre choix que de transformer la nature et les organismes vivants. Alors, j'ai fait ce que les gens qui traversent une crise existentielle font. J'ai repris les études. Je suis convertie des sciences naturelles aux sciences humaines, comme on dit. C'est un genre de conversion, un peu comme passer du catholicisme au protestantisme. C'est un peu la même chose. Donc, j'ai quitté mon poste dans mon laboratoire, j'ai rangé mes outils, mes cahiers, etc. Et je me suis inscrite dans un programme de doctorat en études environnementales pour étudier les politiques et pour étudier la réglementation autour des OGM au Canada, parce que j'avais réalisé quelque chose. Les réglementations n'étaient pas du tout de la bonne science, comme on l'appelle, et que l'industrie biotechnologique avait une influence réelle sur la conception même des critères d'évaluation sur la biosécurité. Et puis surtout, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait aucune étude indépendante sur les OGM, que toutes les données qu'on avait étaient fournies par les développeurs eux-mêmes, et donc, voilà, il y avait peut-être des questions à se poser autour de ça. Et surtout, l'environnement, la nature, dans laquelle on introduisait ces organismes génétiquement modifiés, elle était traitée comme quelque chose de passif, de secondaire, comme un réservoir de gènes à exploiter.
Ce que j'ai découvert alors, c'est qu'il existe un monde entier entre la science et la société. Un espace immense, souvent chaotique, parfois conflictuel, où se jouent des choses qui comptent réellement. En dehors des labos, les gens ne parlaient pas de séquences génétiques, ils parlaient de la peur, de méfiance, de est-ce que c'est dangereux et qui décide et pourquoi on ne dit pas toute la vérité sur les OGM et si c'est si inoffensif, pourquoi on ne les étiquette pas? Voilà, c'était le genre de questions auxquelles j'étais confrontée. Et moi, armée de mon bagage scientifique, j'arrivais avec mes explications référencées, précises, irréfutables, dans des consultations politiques sur le fait qu'on n'avait pas de données assez poussées pour comprendre qu'il fallait plus de science. Et personne ne m'écoutait vraiment parce que j'avais l'impression que tout était déjà décidé à l'avance. Il y avait peu d'espace de délibération sur ces technologies. Quand je parlais avec des communautés ou des activistes, je me rendais compte aussi que ce n'est pas parce qu'on peut présenter des faits scientifiques qu'on a nécessairement raison sur les valeurs. Les gens m'écoutaient, mais ce n'était pas ce dont ils avaient besoin. C'est là que j'ai commencé à comprendre que mon rôle devait changer. J'ai commencé à rencontrer des gens très différents. Des agriculteurs et des agricultrices qui cultivaient depuis longtemps, des générations souvent, et qui regardaient l'arrivée des semences génétiquement modifiées avec une méfiance profonde, une méfiance viscérale, je dirais. Celle de quelqu'un qui comprend que ce n'est pas juste une technique nouvelle, mais un changement de rapport à la terre et de rapport à la nature et de rapport au vivant. Ces gens-là ne raisonnaient pas en termes de rendement ou de brevet, ils raisonnaient autrement, en termes de transmission. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Des militants anti-OGM, que j'ai aussi rencontrés, qui avaient l'impression de regarder une expérience à grande échelle se dérouler sur l'ensemble du vivant, sans filet de sécurité. Donc, j'ai rencontré InfoGM, j'ai rencontré Eric à travers Greenpeace, CIBAN, etc. Donc, je travaille avec beaucoup de groupes différents. J'ai aussi rencontré des décideurs politiques qui essayaient de réguler les technologies qui évoluaient plus vite que les lois pouvaient les suivre. Le gouvernement utilise encore les mêmes principes réglementaires conçus dans les années 90 pour évaluer des technologies qui n'existaient pas encore il y a 10 ans. Bonne chance. Ce décalage entre innovation et politique publique, soit dit en passant, c'est un problème structurel qui ne va pas s'arranger bientôt. On le voit bien avec l'intelligence artificielle, hein, on est en retard au moins de 10 ans et surtout, on ne connaît pas les conséquences. Ce que j'ai surtout appris dans ces rencontres, c'est quelque chose de précieux. C'est que le refus est une forme de sagesse. Quand des communautés, des paysans, des paysannes, des peuples autochtones, des simples citoyens, citoyennes disent non, pas comme ça, ce n'est pas de l'ignorance. C'est souvent une intuition politique et éthique qui mérite d'être entendue, respectée et même, je dirais, valorisée. Et puis sont arrivées les nouvelles technologies avec de nouvelles questions. CRISPR-Cas9, que vous connaissez, un outil d'édition génomique d'une précision et d'une accessibilité inédite. Donc, si vous voulez vous imaginer pouvoir corriger une lettre dans un texte de 3 milliards de caractères, c'est à peu près ça. C'est grossièrement ce que CRISPR permet de faire dans un génome, ou du moins c'est ce qu'on nous présente, comme si les outils d'édition du génome utilisent tout simplement des mécanismes naturels de réparation des cellules. Donc, aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Le porc OGM en est un bon exemple puisqu'il a été créé grâce à l'édition du génome. Puis, la biologie de synthèse, qui ne se contente plus de modifier des gènes existants, mais qui en crée de nouveaux. Des séquences génétiques qui n'ont jamais existé dans la nature, littéralement inventées du vivant. Ces technologies posent des questions radicalement nouvelles. Pas juste est-ce que c'est sans danger, mais plutôt qui possède ces outils, qui décide de leur usage, qui bénéficie des résultats. Et question que j'aurais peut-être pu me poser plus tôt, qu'est-ce qu'on perd quand on traite le vivant comme un logiciel qu'on peut modifier, éditer, corriger à volonté? Parce que le vivant, ce n'est pas un texte qu'on peut corriger ou éditer sans conséquence. C'est un réseau d'interdépendance, de relations, d'histoires. Quand on tire sur un fil, on ne sait jamais exactement où ça entraîne le reste. La nature ne fonctionne pas par morceaux isolés. Tout est interconnecté.
Tout a évolué sur des millions d'années, sur le temps long. Et ces technologies ne sont pas neutres. Elles se développent selon une logique propre, une logique interne. On peut le faire, donc on va le faire. Et elles s'inscrivent dans un système économique qui a ses propres intérêts, ses propres priorités. Pardon. Je ne dis pas qu'il faut tout rejeter, je ne dis pas qu'il faut rejeter toutes les technologies. Je dis que ces technologies-là en particulier méritent une attention collective, une attention transparente et démocratique, et que pour l'instant, on est bien loin du compte. Aujourd'hui, je navigue entre deux mondes. Le monde académique, avec ses rigueurs, ses publications, ses évaluations par les pairs interminables, et le monde de l'activisme, avec son urgence, ses luttes, ses défaites et parfois ses victoires. Ce n'est pas toujours confortable. Les scientifiques me regardent parfois avec une légère méfiance. Elle est devenue militante, elle a perdu son objectivité, et les militants me regardent parfois avec méfiance. Elle parle le langage des institutions, elle n'est pas vraiment des nôtres, etc. Donc je vis dans cet entre-deux, et je me dis que finalement, c'est exactement là où je dois être. L'art de ne pas choisir, c'est une spécialité que je développe, de vivre dans les marges, comme dirait Bell Hooks. Parce que les problèmes les plus importants de notre temps ne sont pas des problèmes techniques qui attendent des réponses techniques. Ce sont des problèmes qui exigent qu'on parle à la fois le langage des données et celui des valeurs, qu'on comprenne les gènes et les communautés, la biologie et la justice, et l'agriculture. L'agriculture en particulier, c'est le terrain où tout ça se joue, où les décisions prises dans les bureaux à Ottawa, à Bruxelles, aux Nations Unies, dans les bureaux de firmes comme Aventis ou autres compagnies, se matérialisent dans le sol, dans les semences, dans les assiettes. Au début de ma carrière, je n'aurais jamais dit que je travaillais sur l'alimentation, l'agriculture. J'aurais dit que je travaillais sur la génétique, sur la biotechnologie, les politiques réglementaires. Et au fond, c'est de bouffe dont on parle. C'est de ce qu'on met dans notre assiette et dans notre corps. De qui l'a cultivé, dans quelles conditions, avec quelles semences, dans quel sol, de ce que ça signifie pour une famille, pour la survie d'une communauté, pour une culture. La nourriture, c'est probablement la chose la plus politique qui existe. Et pourtant, on a réussi à en faire quelque chose d'abstrait, de profondément technique. On a de la viande cultivée en laboratoire, de la viande cellulaire, qui se présente comme une révolution alimentaire et éthique. Fascinant techniquement, mais je me pose toujours les mêmes questions. A-t-on posé les bonnes questions avant? Pas juste, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Qui décide? Etc. Mais surtout, savoir si l'industrie de l'élevage intensif est vraiment le problème. Pourquoi la réponse, si vraiment la viande c'est le problème, pourquoi la réponse devrait être la viande créée en laboratoire? Donc peut-être qu'il faudrait changer notre rapport à la viande. Parce qu'au fond, la viande cellulaire ne sort pas du système qu'elle prétend remplacer, elle en est l'aboutissement logique, en fait. On a pris un être vivant, l'animal, et on en a fait une matière première. On a éliminé, donc après, on prend cette matière première et on va fabriquer des burgers ou des boulettes de viande à partir de cellules qu'on a relevées de l'animal. Et on va fabriquer de la viande sans l'animal. Donc, on a éliminé le dernier intermédiaire gênant. On a rendu le vivant complètement obsolète, complètement superflu. Ce n'est pas une rupture avec le capitalisme industriel de l'alimentation. En fait, c'est son étape suivante. Certains diraient même que c'est son étape ultime. En fait, c'est la synthèse, d'un point de vue dialectique marxiste, si vous voulez, entre l'agriculture industrielle et les alternatives. Donc, synthèse, thèse, antithèse, voilà. Et donc, en fait, on ne sort pas de cette logique industrielle. Et donc, la promesse d'une viande libérée de toute la complexité du vivant, de la boue, de la souffrance, du sang, du territoire, de la saison et des éleveurs et des éleveuses, une viande qui se dit propre, stérile, scalable, optimisée, mais sans aucune des questions qui dérangent vraiment, sur l'éthique, sur l'environnement, sur notre responsabilité en tant que mangeurs et mangeuses. Parce que manger, c'est pas juste se nourrir, en fait, c'est se souvenir aussi, hein, c'est transmettre, c'est appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Comme le disait Wendell Berry, chaque repas est un acte agricole. Donc, c'est vraiment un acte culturel, affectif, etc.
Et c'est la connaissance incarnée, sensible, transgénérationnelle des pratiques agricoles, en fait. C'est une connaissance qui n'est pas codifiée et qui ne se retrouve pas dans des bases de données, hein, comme les recettes, par exemple, qu'on ne peut pas breveter. Et ce que j'ai appris après toutes ces années entre les laboratoires et les champs, entre les conférences académiques et les réunions de fermiers et de fermières, et de réunions comme celle-ci, en fait, c'est que la question centrale, elle n'est pas technologique au final, elle est humaine. Comment voulons-nous vivre? Que voulons-nous manger? Qui voulons-nous laisser décider? Quel avenir alimentaire et planétaire voulons-nous bâtir pour les générations futures? Quelle vision du monde rural avons-nous pour l'avenir? Et à chaque fois qu'on répond à ces questions, ou qu'on essaie de répondre à ces questions en s'asseyant ensemble autour d'une table, hein, que ce soit une table, que ce soit au sens propre comme au sens figuré, on revient toujours au même endroit. Donc on peut toujours commencer par la bouffe, avec ce qu'on mange, avec qui on le mange, on la mange, avec la question de savoir comment elle est produite et d'où elle vient. Et donc, moi, je dirais que le mot de la fin, c'est tout commence et finit par la bouffe. Voilà. Merci de votre attention. Merci infiniment, Elisabeth. Je vais vous laisser quelques questions. Moi, j'ai pris quelques notes aussi, mais premièrement, là... Il y a beaucoup d'applaudissements. Oh, il y a... Oui. Premièrement, je me sens un peu intimidé de parler avec toi. Là. J'ai trouvé ça très bon. Non, mais non, dans le sens où j'ai trouvé ça très bon. Donc, j'ai peut-être des notes un peu éparses et après, je laisserai les gens en ligne et aussi en présentiel répondre. Mais premièrement, là, ce que je retiens aussi un peu de ta présentation, c'est que souvent, dans le cas des OGM et dans plein de sphères de notre société, on vient essayer d'apporter une solution à un problème systémique, politique, économique, environnemental, une solution technique alors que c'est une solution systémique qu'on doit apporter. Là, on voit bien. C'est intéressant que tu aies apporté le côté du sorgho au début sur lequel tu travaillais. En fait, je pensais que c'était le canola sur lequel tu travaillais à l'époque. Bah, oui, non, j'ai fait ma thèse sur le canola, mais la maîtrise, j'ai travaillé sur le sorgho. Ouais. Et le sorgho, avec Interpares, qui est un organisme canadien qui travaille en coopérative internationale, il parle souvent que les laboratoires soutenus par des grandes associations comme Monsanto, maintenant Bayer, essaient de travailler sur le sorgho. Et là, on s'en rend compte que l'idée, c'est souvent ce qu'on voit aussi dans la vigilance OGM avec le cochon OGM ou même l'ananas en ce moment ou la tomate violette, c'est qu'ils essaient de se détacher du sens qu'ils maîtrisent un outil pour vendre quelque chose. Donc, les compagnies semencières vendent des pesticides, donc utilisent cette semence pour vendre plus de pesticides. Et j'ai l'impression que le sorgho, c'est des fois une sorte, peut-être que ça sortira jamais, c'est plus une sorte de greenwashing, ou je ne sais pas s'il y a un autre terme dans l'alimentation, pour dire, regardez, on travaille sur une alimentation, oui, ancestrale, mais pour nourrir un peu le métamythe de nourrir le monde. Alors qu'on voit qu'il n'y a pas d'OGM qui partent en Afrique, c'est principalement pour le bétail des pays d'Amérique du Nord ou nourrir nos voitures. C'est un peu ça qu'on voit depuis 30 ans. Donc, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils développent un narratif afin de se dédouaner que ce n'est pas pour faire des profits, mais plus pour une sorte de sauver le monde. Et peut-être, oui, tu as raison, je notais un peu certaines choses, ça va être un peu éparse, mais le refus est une sorte de sagesse. Je pense qu'on va se faire un t-shirt avec ça. Je pense que... Non, mais souvent, on nous traite de oui, mais là, vous êtes contre, on ne va pas se nourrir et s'éclairer à la bouche. Souvent, quand on est contre une technologie, l'idée, ce n'est pas d'être passéiste. C'est au contraire, c'est se servir de tout l'apprentissage qu'on a vu avec les communautés autochtones, paysannes, pour aller peut-être plus loin avec, oui, c'est vraiment de la science, mais c'est la science entre les mains de qui, mais au service de qui aussi, surtout. Et des fois, c'est pas facile de voir dans les petits milieux. La Vigilance, on est le seul réseau qui travaille sur le grand dossier OGM, là, qui est très large, comme on peut le voir avec ta présentation, mais là, on parle d'un nouvel animal OGM, ça va être peut-être ma question pour te lancer. Nouvel animal OGM était, pour rappel, le premier endroit au monde où des consommateurs ont mangé un animal génétiquement modifié, c'était le saumon au Québec en 2017. On a été peut-être moi, je ne sais pas si à cette époque-là j'ai acheté, c'était une petite production là, qui venait du Panama, mais au final, on se parle en 2026, cette compagnie a fermé.
Est-ce qu'elle a fermé parce qu'on a fait des recherches, on a essayé de mettre la lumière, on a allé voir Métro pour leur dire de ne pas vendre de saumon manger. Tu sais, je suis actionnaire de Métro par le fait même parce que l'idée c'était d'aller voir. Tu sais, après plusieurs petites techniques, au final, cette compagnie a fermé. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a quand même des fois un peu d'espoir. Tu sais, la non-action, c'est sûr que ça va vers le non-résultat. L'action, par contre, ça garantit pas un résultat dans le côté, je dirais, activiste et militant. Là. On a besoin autant des agriculteurs que des citoyens pour essayer de mettre la pression sur un gouvernement qui, au final, des décideurs publics qui sont censés travailler pour le public et pas pour les intérêts corporatifs. Mais là, on voit juste en 2026, toi, c'est quoi, tu as parlé d'étapes suivantes du capitalisme dans le monde alimentaire, mais toi, c'est quoi le gros changement que tu vois entre des plantes qu'on vient génétiquement modifier et des animaux? Est-ce que tu penses que c'est quoi la prochaine étape? Parce qu'on parle aussi dans les laboratoires, on vient aussi modifier l'humain, avec cheval. Est-ce que, en tout cas, comment tu vois ce rapport au vivant où on va peut-être essayer de normaliser un peu la modification des animaux et peut-être aller plus loin, je ne sais pas. Elle est déjà normalisée quelque part. Je veux dire, c'est juste les techniques qu'on utilise qui changent et qui changent très rapidement et qui ont des impacts beaucoup plus profonds et qui accélèrent finalement les changements génétiques. Avant, quand on faisait des biotechnologies de première génération, il fallait cloner des gènes, ensuite il fallait les insérer dans les animaux, etc. Il fallait que les animaux se reproduisent pour reproduire le gène, etc., ou le trait en question. Maintenant, on peut faire ça très rapidement avec ces nouvelles techniques d'édition du génome. On n'a plus besoin d'attendre plusieurs générations. Donc, l'accélération de ces technologies, c'est aussi un enjeu important. Et ensuite, il y a aussi l'accessibilité de ces outils génomiques qui ne coûtent pas cher, en fait. Et donc, parce qu'on peut maintenant séquencer des gènes très facilement, ça coûte presque rien. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un enjeu en termes de ne pas réfléchir avant de sauter. On ne sait pas trop ce qu'on est en train de faire quelque part. L'autre aspect, c'est dans le cas de l'édition du génome, et je sais que vous avez travaillé sur ces questions-là à InfoGM, à Vigilance OGM. Pardon. On a changé de nom, c'est il y a longtemps. Oui, je sais, je suis encore, voilà. C'est que ces technologies, elles sont invisibles, c'est-à-dire dans le sens où dans les systèmes réglementaires, on dit, en fait, c'est pas des OGM parce que voilà, il n'y a pas de transgénie, enfin, on connaît tout ça, la rengaine. Et donc, elles deviennent de plus en plus vicieuses quelque part. Elles s'insèrent dans les systèmes alimentaires, réglementaires, etc. Un peu sous le radar des consommateurs et des consommatrices. Et donc ça, c'est aussi dangereux. En termes de modification, évidemment, maintenant, toutes les modifications génétiques, ce que je vois venir dans l'avenir de l'alimentation, c'est vraiment cet aspect de l'adaptation au changement climatique. Donc, en fait, on va commencer à modifier des animaux qui survivent à plus de chaleur. Donc, on va, par exemple, modifier leur poil ou on va je ne sais pas, on va les modifier pour qu'ils boivent moins d'eau et qu'ils soient plus petits, etc. Donc, il y a toutes sortes de modifications génétiques qui arrivent et qui, en fait, sont je dirais, c'est vraiment pour traiter des symptômes de problèmes beaucoup plus profonds sur lesquels on ne veut pas vraiment travailler, en fait. On aurait pu travailler depuis très longtemps quand on parle des changements climatiques en particulier, ouais. Et là, en plus, on voit que le gouvernement Carnet actuellement qui n'est pas là pour freiner les changements climatiques, et malheureusement peut-être un peu les accélérer. Ouais. Donc là, au lieu de régler les problèmes à la source, on vient essayer de régler les conséquences. Mais en plus, je m'excuse, la viande cellulaire, c'est aussi ça pour moi. C'est éliminer l'animal de l'équation, en fait. Donc, le truc le plus gênant, le plus contraignant dans l'agriculture aujourd'hui, c'est vraiment l'animal, en fait, parce qu'il faut le nourrir. Il faut qu'il vive plusieurs années, il a des maladies, enfin voilà. Et donc, si on l'élimine carrément de l'équation, là, on n'a plus à s'en faire. On peut juste partir au niveau des cellules, en fait. Donc, on peut prélever des cellules souches des animaux. On fait des banques génétiques avec toutes sortes de variétés animales. Et ensuite, on peut se préparer des bouts de viande comme ça. Donc, on élimine les éleveurs en même temps. On élimine tout un monde rural qui élève des animaux et qui vit de ces animaux-là.
Mais on nous dit, ben, en fait, c'est de la viande propre, donc il n'y aura pas de virus, il n'y aura pas de contamination, etc. Alors qu'en fait, c'est de la bouffe qui est ultra transformée, puisque une fois qu'on sort des couches de cellules d'un bioréacteur, et ben, il faut la retransformer en viande pour que ça ait l'aspect de la viande, le goût de la viande, les qualités nutritives de la viande. Donc, ça demande énormément de chimie, en fait, de colorants, de vitamines, de toutes sortes de choses qui sont, moi, je dirais même 10 fois pire que de manger de la vraie viande à la base. Donc, on peut se poser la question de l'absurdité, en fait, de ce qu'on est en train de faire. Oui, effectivement. On va essayer de freiner cette absurdité. Essayer. Ben là, peut-être je prendrai des questions peut-être dans la salle, si quelqu'un a des questions. Je prends peut-être 3 questions dans la salle et après on irait en ligne. Vas-y. Ok, 3, c'est bon. Okay. On a dépassé 7 des 9 limites planétaires, je crois. Là, le détroit d'Ormuz fait en sorte que les fertilisants n'arrivent pas. Là, on n'a pas encore subi le choc parce que les trucs n'ont pas encore eu à pousser. On arrive à des catastrophes graves, je crois. En tout cas, je soupçonne. Ça m'étonnerait que le capitaliste soit capable de... On n'a aucune sécurité alimentaire. Donc, ma question, c'est comment tu vois l'avenir? Est-ce que... Non, mais je pense que, on a tout fait pour faire du canola, du maïs et c'est quoi le troisième truc? Canola, maïs, soya, pour faire finalement pour rouler dans des marchés boursiers. C'est même plus pour nourrir, on fait de l'essence avec des trucs comme ça. Donc, moi, je suis sûr qu'on arrive dans une impasse assez solide. Là. On va frapper un mur bientôt. Là. Fait que toute cette technologie-là, mettons devant une forme d'effondrement ou un truc comme ça, est-ce que ces OGM-là, ils restent dans la nature ou est-ce qu'il faut constamment les remettre? Comment ça peut fonctionner? Les graines, on ne pourra pas ils se tuent à eux-mêmes, on ne peut même pas les réutiliser. Fait que comment est-ce que tu pourrais voir un avenir par rapport à ça? C'est sûr que le modèle agricole productiviste dans lequel on vit dépend énormément du pétrole. Je veux dire, on est devenu tellement dépendant que oui, c'est ça, tous les fertilisants, tout le transport des aliments, etc. Tout ça est affecté par le pétrole. Et combien d'années qu'on parle de sortir de l'économie du pétrole? Je veux dire, ça fait des décennies. Voilà, donc on n'est toujours pas sorti. En fait, on dépend encore plus, je dirais, du pétrole et du charbon même encore. Hein, donc, en fait, on n'est pas dans cette transition écologique, on est plutôt dans une continuation de quelque chose qu'on connaît déjà. Alors, évidemment, la solution, ce sont les alternatives, ce qu'on appelle les alternatives, c'est-à-dire les fermes à petite échelle, les productions, je dirais, qui ne dépendent pas du pétrole, en fait, mais qui sont autonomes. Donc, l'autoproduction, je ne sais pas, moi, la souveraineté alimentaire, on en parle beaucoup, mais je pense qu'il y a de la place pour justement avoir de l'agriculture urbaine. Il y a toutes sortes de solutions qui existent déjà, en fait, mais on ne les a pas exploitées et on ne les finance certainement pas. Donc, on va financer les grosses entreprises qui roulent au pétrole, mais on ne va jamais financer les petites fermes bio, agroécologiques, etc. On va financer des serres qui roulent à l'électricité et à l'énergie, mais on ne va pas financer d'autres systèmes de production. Voilà, donc je trouve qu'on a un vrai, on est un peu dans un système schizophrénique, un peu schizophrène, pardon. J'ai l'impression qu'on est toujours dans le déni de quelque chose. Et oui, mais moi je pense que voilà, est-ce que les petites fermes pourront nourrir tout le monde? Ça c'est la grande question. Il y a plein d'études qui disent que oui, finalement, que au niveau de, parce que là on est parce qu'on compare en fait les systèmes de monoculture à des systèmes de polyculture, par exemple, qui sont beaucoup plus productifs, qui sont beaucoup plus intéressants aussi. Et aujourd'hui, on essaie de nous vendre aussi des solutions par la nature, c'est-à-dire dire nature, c'est comment nature-based solution. Ça veut rien dire ça. Je veux dire, les gènes, c'est naturel, donc ça peut être la biotech, comme ça peut être n'importe quoi. Donc c'est pas ce que ça dit nature et naturel que c'est mieux nécessairement. Et je pense que l'exemple de la tomate violette, là, c'est tout à fait ça. C'est une tomate qu'on nous vend comme ayant plus d'antioxydants. Ah ouais.
Donc, c'est plus naturel que la nature, en fait. Donc, c'est de la bouffe, soi-disant, pour la santé. Ça n'a aucune vertu thérapeutique, on va dire. Mais en même temps, voilà, on est dans cette logique-là. Je ne sais pas si je réponds à la question, là, parce que je n'ai pas une boule de cristal, en fait, Ouais, donc, devant moi. Mais, ouais. est-ce que tu as de l'espoir? Il faut toujours avoir de l'espoir. OK. Je pense qu'il faut être réaliste, mais il faut avoir de l'espoir. Parce que C'est sinon, pas d'acier, là. ouais, c'est ça. Ça fait 30 ans que je bosse là-dessus. Voilà. Il nous reste 10 minutes. J'avais une question de madame derrière et après. Je vais demander au point de vue de la législation. Merci d'abord de votre présentation et de votre. Est-ce que présentement, on va dire un truc hypothétique, là, mettons un produit chinois qui arrive ici, qui serait génétiquement modifié, est-ce qu'on doit le savoir ou est-ce que ça se pourrait que ça passe sous le radar? Puis l'autre chose, est-ce que avant d'approuver un produit génétiquement modifié, est-ce qu'on fait le tour de la question? Puis là, j'ai en tête une anecdote dans le livre de Alain Olivier. En tout cas, c'est je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est de l'Université Laval. En tout cas, puis il racontait qu'au début de sa carrière, justement, je ne sais pas si c'était génétiquement modifié, mais il travaillait sur des espèces des cultivars de céréales pour qu'ils soient plus résistants aux adventices, ou en tout cas plus distinguables. Puis, il travaillait avec des agriculteurs en Afrique. Puis, au bout du compte, les agriculteurs ne parlaient pas trop, ils n'étaient pas trop, mais à la fin, il a réussi à. Ils voyaient qu'il y avait comme quelque chose qui clochait. Puis là, l'agriculteur, il lui dit, ben, c'est parce que votre nouveau. Je ne sais pas si c'était du sorgho ou du millet. Il dit, c'est parce qu'il goûte moins bon. Puis il faut le faire cuire plus longtemps. Fait que j'ai besoin de plus de bois. Puis le bois est très rare. Puis c'est très difficile. Fait que c'est vraiment pas rentable. J'aime mieux arracher mauvaise herbe que de. Mais ben là, tu sais, ça amène la question. Outre, par exemple, oui, il résiste mieux au. Ouais. On va peut-être juste, il reste 10 minutes Oui, pour avoir ça, alors, ben voilà, mais est-ce que la législation ou Alors, la législation. permet. Attendez, je reprends juste la question parce que je pense que les gens en ligne. En fait, la question dans la salle s'est demandé est-ce que la législation nous permet de connaître ce qu'il y a dans notre système alimentaire si ça vient de pays comme la Chine? Alors, si un OGM est homologué dans un autre pays et qu'il est considéré comme étant sécuritaire, on va dire, ben, en fait, on va l'homologuer. Enfin, il y a des lois. Enfin, il y a ce qu'on appelle une harmonisation réglementaire. Alors, la Chine, c'est peut-être pas un bon exemple, mais disons que si ça vient des États-Unis ou d'ailleurs ou d'Europe, en général, on va faire un genre d'équivalence. Donc, on n'a pas à refaire des études nécessairement. Mais il faut qu'il le déclare. Il faut qu'il le déclare, et c'est la firme elle-même qui va le déclarer, en fait. Donc, les régulateurs vont simplement vérifier les documents et la littérature. Donc, il n'y a pas d'études indépendantes, il n'y a pas de nouvelles études qui vont être demandées nécessairement. Donc, ça, c'est pour la législation. Et en fait, aujourd'hui, même avec les nouvelles techniques là, d'édition du génome et biologie de synthèse, etc., on a les mêmes principes. On a le principe d'équivalence et le principe de familiarité. Donc, l'équivalence, c'est en fait un brin de maïs OGM et un brin de maïs traditionnel, c'est du maïs, quoi qu'il arrive, donc c'est équivalent. On part du principe que c'est équivalent. Familiarité, ben, on sait ce que c'est que du maïs, donc c'est familier. Donc, à moins qu'on invente un nouveau légume ou un nouveau céréale, etc., voilà, tout est essentiellement familier. Donc, je passe un peu, je fais les grandes lignes là. L'autre truc, c'est, oui, par rapport à ce qu'on fait, est-ce qu'on mesure simplement ce qu'on est en train de faire à travers nos manipulations génétiques ou autres? Ben, en fait, faut se dire que ces manipulations génétiques, comme je disais tout à l'heure, je faisais de l'extractivisme génétique. On va chercher des séquences, on va chercher des traits qui sont un atout économique ou agronomique, en fait. On ne va pas se demander est-ce que ça a bon goût, ou est-ce que ça va améliorer la vie des gens, ou est-ce que ça. Voilà, on ne sait pas le genre de questions qu'on va se poser, en fait.
c'est est-ce qu'on va régler le problème des adventices? Donc, si c'est oui, ben, tant mieux. Mais en même temps, si à côté, ben, voilà, ça goûte rien du tout et que voilà, ben, c'est pas grave. Donc, c'est un peu malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, j'ai peut-être des questions en ligne. En fait, comme tu vas être là présent pour discuter avec elle après, en fait, on va essayer de prendre toutes les questions. Ben, il y a presque 2 minutes ou 3 là. Ce qu'on peut faire, c'est les gens pourront écrire leurs questions en ligne aussi pour qu'on lui enverra toutes les questions. Écrivez dans le chat vos questions et peut-être qu'Elisabeth, on lui enverra, elle pourra répondre. En tout cas, on va travailler avec elle pour ça. Là, je prendrai le temps pour une question. Peut-être je la prendrai en ligne et tu pourras jaser avec Elisabeth si tu restes quelques minutes avec nous avant la GA. Ça pourrait être bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui avait déjà une question? Essayez de changer tes paramètres de sortie de son. Non, c'est... Excusez-moi, je sais pas. Mais s'il n'y a pas de questions en ligne, ben moi, je viens avec la... Ouais, s'il n'y a pas de questions en ligne, je te laisse y aller. Parfait. Tantôt, vous avez parlé de l'enzyme CRISPR-Cas9. Je ne sais pas c'est quoi, en fait, ma question, c'est comment on fait en ce moment pour réguler ou pour poser des limitations éthiques sur une technologie qui est comme autant formidable dans le domaine de la médecine, mais à la fois terrifiante parce que ça va profondément changer notre relation avec le vivant. Donc, je ne sais pas si c'est des pistes de solutions de la recherche qui est fait en ce moment pour contrôler ça. Moi, je viens de finir mon cégep, puis on l'a comme mentionné en classe, mais c'était vraiment de manière brève. Puis justement, je me suis toujours demandé finalement là, où on en est aujourd'hui là-dessus. En fait, quand on parle de CRISPR-Cas9, des lésions du génome, toujours, ouais, c'est un ciseau moléculaire. On va aller directement cibler l'acide aminé exact, etc. Donc, c'est hyper précis, c'est ciblé, tout ça. En effet, c'est pas tout à fait ça. Il y a toutes sortes d'erreurs qui s'insèrent en fait quand on essaie d'utiliser cette technique. Il y a des effets secondaires aussi sur les plantes, sur les animaux, etc. Donc, j'imagine que vous avez écrit des trucs là-dessus, Sylvain aussi. Et donc, en termes de régulation et en termes de l'intérêt pour les citoyens et citoyennes, les consommateurs, consommatrices, en fait, on nous dit, en fait, c'est invisible comme changement génétique parce que c'est tellement minime, etc. Mais en fait, non, c'est pas invisible. On peut faire des tests, mais il faudrait que les firmes, en fait, annoncent quel genre de changement ils voudraient faire pour qu'on puisse aller les vérifier ensuite. Parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, qui ont été introduites dans des plantes et dans des animaux. Et donc, tout le problème de la transparence, il est là, en fait. Et c'est pas que les firmes ne peuvent pas donner cette information parce qu'ils ont peur pour leur propriété intellectuelle, etc. Ils peuvent très bien la donner sans avoir peur de répercussions à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est qu'ils ne veulent pas la donner, en fait. Mais le problème, c'est que ça introduit des risques et des dangers sur ce qui peut venir après. Parce qu'on a vu des insertions de gènes dans des plantes et dans des animaux, justement, en utilisant CRISPR-Cas9. Donc, ce n'est pas une technologie qui est infaillible, en fait. C'est ça le problème. Et elle est détectable, mais il faudrait juste qu'on sache où est-ce qu'on a inséré, ou dans quelle région du génome on a inséré ces corrections, entre guillemets. Merci. Et je pourrais t'inviter, on a un rapport qui parle un peu de ces nouvelles technologies et les impacts hors cible, là, ou les conséquences qui sont des fois pas anticipées ou où on joue l'autruche pour pas voir qu'il y en a. Bon, il y a un rapport qui est fait avec CIBAN, l'organisme canadien qui travaillait avec nous. Et tu sais, ce que j'entends aussi dans ta question, c'est qu'il y a aussi le côté médical. Tu sais, nous, je pense qu'on dit oui, mais vous êtes contre cette technologie, mais je sais que, par exemple, tous les diabétiques, là, ils utilisent de l'insuline qui est fait à partir d'une plante génétiquement modifiée. Nous, on n'a aucune contre-indication par rapport à ça, si ça peut soigner des gens. Dans le cas de l'agriculture, on voit que les OGM, cette technologie, cet outil est fait pour vendre des pesticides en grande majorité, là, pas dans le cas de la tomate mais les 99,9% des OGM sur la planète actuellement sont un outil pour vendre des pesticides parce que les compagnies qui vendent des semences. Donc, tu sais, c'est à qui appartient cette technologie et pourquoi ils servent de cette technologie. Et tu sais, je pense que tu l'as bien dit au début, les agriculteurs africains, ils n'ont jamais demandé notre sorgho, il n'est pas terrible, parce que tu peux nous en faire un meilleur. Les agriculteurs ici, ils n'ont jamais demandé un maïs
génétiquement modifiés pour résister au glyphosate. Là, dernièrement, en plus, un des seuls trucs qui a eu un bon exemple, c'était de la luzerne. Et pour le foin, principalement pour l'alimentation animale, comment ça s'appelle, les vaches pour la production de lait. Et là, les compagnies sont arrivées avec une luzerne génétiquement modifiée qui résiste au glyphosate. Et les agriculteurs au Québec ont fait, on n'utilise même pas de pesticides sur notre luzerne. Pourquoi tu nous donnes ça, quoi? Et alors, tu vois, c'est juste parce que les agriculteurs ont dit, et là, ils sont un peu battus au Québec, et en fait, ils ont vendu une luzerne, là, c'était à faible limite, en tout cas, je reviendrai pas à la luzerne, non génétiquement modifiée, où on n'avait pas besoin d'utiliser des herbicides, et donc, ils savent faire pas des améliorations, mais ils savent sélectionner sans passer par une modification génétique, sans passer par une tolérance à un herbicide pour en vendre plus, mais ils préfèrent faire ça parce que sur la mainmise et l'influence au bord des gouvernements. Je ne veux pas prendre trop de temps sur la pause. Ce qui va se passer, en fait, c'est que merci infiniment, Elisabeth, d'avoir été là. C'est vraiment toujours un plaisir de t'entendre. Je t'avais entendu il y a